Donc, nous sommes maintenant dans une situation où, voilà, on utilise pour communiquer ce nouveau système de communication. Et bien sûr, ça c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que en utilisant tous ces systèmes de communication, on laisse comme le petit pousset des jalons, hein, des données, comme on dit, des données personnelles, hein, des données sur nous. Hein, et si je veux reconstruire, comme le dit Julian Assange dans le livre, si je veux reconstruire la pensée la plus intime d'une personne, il suffit que je regarde ce que cette personne a fait avec ses instruments de communication au cours d'une seule semaine. Hein? Qu'est-ce que cette personne a consulté sur le web, à qui a-t-elle écrit, qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle a publié sur Facebook, qu'est-ce qu'elle a consommé, qu'est-ce qu'elle a... Voilà, si vous faites vos courses également avec des cartes de fidélité. Hein, vous allez chez Casino, vous allez chez Carrefour, on donne une carte de fidélité, vous avez 5 € chaque fois que vous avez 400 points, donc tout le monde est très content de faire ça, mais Casino, c'est exactement ce que vous consommez. Et c'est si vous êtes végétarien, si vous n'êtes pas végétarien, si vous avez des interdits alimentaires, si vous avez des interdits qui peuvent être religieux, du point de vue alimentaire, etc. Donc, on peut dresser un portrait robot de ce que vous consommez très facilement. Et donc aussi de vos intimités, ce que vous consultez, quel site vous consultez, quel film vous intéresse, quelle littérature vous intéresse, quel auteur vous intéresse, quel sport vous intéresse, etc. Et donc, beaucoup plus que ne pouvait le faire un agent des renseignements généraux, qui ne pouvait pas rentrer, qu'il y a des choses que vous n'auriez jamais dites, alors que dans la solitude du dialogue avec votre ordinateur, vous lui confiez tout. Avant, les gens confiaient un certain nombre de choses à un confesseur. Aujourd'hui, évidemment, on confie davantage à son ordinateur qu'à son confesseur. Donc, bien sûr, et le confesseur était censé, bien entendu, ne pas trahir le secret de la confession. Mais Google n'est pas censé trahir le secret de la consultation. Hein? Donc, il est clair, si vous voulez, qu'il y a quand même, nous laissons une masse considérable de données sur nous, qui nous identifient, hein, et d'ailleurs, qui sont tellement abondantes qu'on pourrait presque dire, et c'est très important, que ces données que nous laissons tous collectivement constituent maintenant une sorte de matière première. Vous voyez, comme il y a le pétrole, ou comme il y a, je ne sais pas, le cuivre, l'or, le blé, voilà. Mais il y a une matière première qui est les données personnelles des gens. Parce qu'une chose, c'est les données personnelles miennes, ou même de nous ici, mais les données personnelles de 60 millions de personnes, c'est déjà beaucoup plus. Les données personnelles des 500 millions d'Européens, c'est déjà énorme. Les données personnelles d'1 milliard, 2 milliards, Google, n'est-ce pas? C'est environ 1 milliard 300 millions de personnes qui l'utilisent. 1 milliard 300 millions de personnes. C'est plus grand que la Chine, du point de vue démographique. Et donc, ces masses de données qui arrivent sont aujourd'hui une matière première qui a une valeur considérable. D'ailleurs, posez-vous la question, de quoi vit Google? Je suppose que vous avez tous, ou presque tous, des moteurs de recherche de Google. Voilà. Et le moteur de recherche de Google, vous ne l'avez pas acheté. Google vous le donne. Mais alors, Google, qu'est-ce qu'il vend? Il ne vend rien. Parce que Google, c'est essentiellement moteur de recherche. Bon, ils ont maintenant beaucoup d'autres activités. Hein. Ils veulent mettre au point un véhicule électrique, autoguidé, etc. Bon. Mais en réalité, c'est un moteur de recherche. Ils le donnent. Hein? Eh bien, de quoi vit Google? Il vit du traitement de nos données personnelles. Ils ne vendent rien d'autre que nous-mêmes. Ils vendent 1 milliard de personnes et les données personnelles d'1 milliard de personnes. Hein? C'est une matière première qui a aujourd'hui beaucoup plus de valeur que les matières premières traditionnelles. La preuve, c'est que Google, comme vous savez, est l'entreprise dont la capitalisation boursière est la première du monde. C'est-à-dire que dans la liste des entreprises les plus importantes du monde, c'est Google la première. Voilà, et elle ne travaille pas, je répète, avec du pétrole, avec de l'or, avec du cuivre ou avec du blé. Elle travaille avec nos données. Ce qui nous paraît, nous, élémentaire. Hein. Mais ceci,
Google peut le vendre parce qu'elle va le distiller à des entreprises publicitaires, des entreprises, des agences de voyage, des entreprises qui sont liées à telle ou telle vente de produits, de services, etc. Et bien sûr, ceci est beaucoup plus rentable que lancer une publicité à l'aveugle. Hein, vous lancez une publicité, je ne sais pas, sur TF1, vous ne savez pas sur qui vous tombez. Tandis que quand j'envoie une publicité par Google, j'envoie une publicité exactement aux gens qui aiment aller aux Maldives. Et les autres ne reçoivent pas. Mais si vous avez cherché Maldives 3 ou 4 fois dans votre moteur de recherche, ben vous allez recevoir de la publicité pour les Maldives. Hein, et c'est beaucoup plus rentable, bien entendu. Alors voilà. Donc nous sommes aujourd'hui dans une situation, voyez-vous, de la surveillance qui a changé de nature. Hein. C'est-à-dire que vous voyez bien la différence entre ce que nous disions tout à l'heure, quand nous disions, bon, la dénonciation de la surveillance est faite essentiellement par des auteurs qui ont dénoncé la surveillance d'État, n'est-ce pas? C'est-à-dire des régimes politiques de surveillance. Et nous disions tout à l'heure, ces régimes politiques avaient une caractéristique, quelle que soit la couleur, de droite ou de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, c'était que c'était des régimes dictatoriaux. Voilà, c'était des régimes dictatoriaux, et c'était en tant que régime politique qu'ils surveillaient les gens, pour savoir ce qu'ils pensaient, comment ils conspiraient, si ça allait être des ennemis, si ça allait être des adversaires, etc. Alors, on est passé de ça à une situation où ce sont maintenant des entreprises privées qui reçoivent des informations sur nous. Et d'ailleurs, vous voyez que la question de la surveillance, parce que autant dans le système des États qui nous surveillent, c'est l'État avec ses agents qui vient prélever l'information, hein, qui vient nous voler de l'information, hein, qui vient obtenir à notre insu de l'information sur nous, autant dans la situation dont je viens de parler, Google, Facebook, Apple, etc., eh bien, c'est ce qu'on appelle les GAFAM, hein, voilà, les 5 grandes entreprises du net. Eh bien, ces entreprises, en réalité, c'est nous qui fournissons l'information. Nous sommes des fournisseurs volontaires d'informations. Hein, et ces entreprises, bien sûr, recueillent ces informations, mais que nous leur donnons, personne ne nous oblige à avoir un moteur de recherche de Google. Personne ne nous oblige à avoir un téléphone, un iPhone, un téléphone intelligent. Hein. Personne ne nous oblige à utiliser un ordinateur. On pourrait continuer d'écrire des lettres par la poste. D'ailleurs, il y aurait moins de chômage chez les PTT parce qu'il se pose aujourd'hui un problème, parce qu'il y a moins de courrier postal. Hein. Enfin, si les postiers faisaient comme les chauffeurs de taxi, on ne pourrait pas envoyer un mail. Sinon, on aurait le postier qui viendrait chez nous nous le reprocher. Vous voyez, hein. Et cependant, nous le faisons volontairement, alors qu'à ce moment-là, nous livrons tellement d'informations sur nous que cette information, elle va être utilisée, disons, d'une part pour être rentabilisée, mais aussi elle va pouvoir être utilisée contre nous. Hein, parce que, voilà, ce dont il est question, c'est que c'est notre vie privée, finalement, c'est notre intimité qui est aujourd'hui menacée de disparition. Est-ce que nous avons encore une vie privée? Est-ce que nous maîtrisons encore voilà, notre autonomie relationnelle? Est-ce que finalement nous sommes les seuls à savoir ce que nous disons à certaines personnes en toute confidentialité? Ben, la réponse est non, bien entendu. Hein. La réponse est non. Et, disons, notre vie privée, aujourd'hui, elle est très menacée. Certains auteurs, et notamment les auteurs qui ont mis au point la web, estiment que la vie privée, c'est terminé. Je veux dire, il ne peut pas y avoir Internet et vie privée. C'est pas possible. Il faut choisir. Si vous voulez avoir une vie privée, il ne faut pas recourir au web. Il faut laisser tomber tout ce qui est appareil numérique. Mais si vous ne pouvez pas vous passer d'Internet, alors vous devez admettre que vous ne pouvez pas avoir de vie privée. Hein, donc c'est un peu ce débat-là. Alors, est-ce que ça veut dire que l'État a cessé de nous surveiller? Non, pas du tout, bien entendu, puisque
en quelque sorte, si j'ai écrit ce livre, c'est aussi parce que la dimension de la surveillance de l'État, elle n'a pas diminué. Si aujourd'hui nous sommes davantage surveillés par des entreprises privées que par les États, la surveillance des États n'a pas diminué. La preuve, d'une part, c'est les révélations qu'a faites Edward Snowden, n'est-ce pas? Edward Snowden, dont nous savons qu'il est réfugié à Moscou, et que s'il n'était pas sous la protection de Poutine, il pourrait être condamné à de très longues peines de prison, voire condamné à mort, puisqu'il y a une loi de 1917 aux États-Unis, qui est ce qu'on appelle la loi d'espionnage, de 1917, qui permet de condamner à mort les personnes, soit ressortissants américains ou étrangers, qui auraient livré des informations d'importance considérable mettant en péril la sécurité de l'État, ce qu'a fait Snowden, puisque, évidemment, il a, comme vous savez, Snowden n'a pas écrit de livre, mais il a fait des révélations, d'une part, à un journaliste, Greenwald, qui a publié un livre qui existe en français, dont je vous recommande la lecture, qui s'appelle « Nulle part où se cacher ». Ça s'appelle « Nulle part où se cacher ». Ce sont les confessions de Snowden. Et d'autre part, un documentaire qu'il a avec les témoignages de Snowden, qu'il a donné à une documentariste, une réalisatrice de documentaire américaine qui s'appelle Laura Poitras, et qui le documentaire s'appelle Citizen4. Et ce documentaire a eu l'Oscar du meilleur documentaire l'année dernière, en 2015. Et c'est aussi un documentaire que vous trouvez en DVD à la FNAC, où vous pouvez le trouver, est à disposition. Et donc, Snowden, que nous a dit Snowden? Snowden a révélé finalement comment agissait la NSA, c'est-à-dire la National Security Agency. Comment la NSA recueille des informations sur nous, comment elle se sert de toutes ces entreprises privées dont nous venons de parler, et de dizaines d'autres entreprises privées qui installent le câble, qui installent les ordinateurs, etc., des entreprises techniques, mais qui ramassent une quantité impressionnante de données et qui servent pour que la NSA ait une fiche sur pratiquement chaque habitant de la planète. Chaque habitant de la planète. L'objectif étant d'avoir une fiche sur chaque habitant de la planète. Tout ceci est décrit là, de comment la NSA, nous on pensait que la grande agence d'information américaine c'était la CIA, mais Snowden nous a bien montré que la NSA a plus de budget, plus d'agents, plus de moyens, en particulier moyens informatiques, que n'importe quelle autre agence américaine, et que son objectif précisément c'est de se renseigner sur l'ensemble des personnes. Alors, dans le livre, j'essaie de retracer, disons, l'histoire de cette surveillance d'État. Voilà. Non pas depuis Napoléon, parce que c'est connu, mais comment la surveillance, disons, électronique ou électromagnétique, on disait au départ, électronique par la suite, comment elle s'est développée. Tout ça a commencé au cours de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, au cours de la Seconde Guerre mondiale, je vais boire un petit peu pour pouvoir continuer. Alors, au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés étaient confrontés à un problème militaire, mais qui n'était pas seulement militaire, qui était un problème de communication. Ils étaient confrontés à un problème militaire et de communication insoluble, et qui était le suivant. Vous vous souvenez que les armées du Reich avaient occupé l'ensemble de l'Europe, à l'exception de la Suisse, et le seul territoire qu'ils n'avaient pu occuper, c'était les îles britanniques. Et notamment, l'Allemagne nazie assiégeait le Royaume-Uni. Et donc, son objectif, c'était que les Britanniques, qui étaient bombardés, les militaires allemands bombardaient, l'aviation allemande bombardée, ils avaient eu la bataille de Londres, les Anglais s'étaient très bien défendus, mais
il y avait la volonté de ne pas permettre que l'Angleterre soit ravitaillée. Et donc, il y avait sur l'Atlantique des dizaines ou des centaines de sous-marins qui sillonnaient et qui coulaient systématiquement les cargos venant d'Amérique, venant de Canada, qui s'apprêtaient à approvisionner la Grande-Bretagne. Donc, tout ceci, c'était pour à la fois renforcer le siège du Royaume-Uni et d'autre part aussi pour empêcher que, du point de vue logistique, une base logistique importante s'installe en Grande-Bretagne, pouvant permettre un jour ou l'autre un débarquement. Parce qu'il a fallu accumuler une masse considérable de matériel, de munitions, etc., d'hommes. Alors, les Alliés n'arrivaient pas à comprendre comment l'Allemagne, l'état-major allemand, et en particulier l'état-major de la marine allemande, communiquait avec ses sous-marins pour leur dire exactement où étaient les cargos, etc. Donc c'était une question, je répète, militaire et une question de communication. Comment l'état-major communiquait? Or, l'état-major communiquait, l'état-major de la Kriegsmarine communiquait par le biais d'un système crypté, d'un langage crypté, que les Alliés n'arrivaient pas à décrypter. Ce langage crypté avait un nom, ça s'appelait Enigma. Ils avaient une machine, les Allemands avaient mis au point une machine à crypter qui s'appelait la machine Enigma. Et cette machine Enigma, les Alliés ont décidé de rassembler un groupe de génies mathématiciens, physiciens, etc., informaticiens, ça n'existait pas encore l'informatique, bien sûr, mais bon, calcul de probabilité, etc. Et d'une part, ils ont fait venir d'équipes américaines qui avaient cassé le code japonais, parce que les Japonais avaient à peu près le même système pour communiquer avec leur flotte, et les Américains l'avaient cassé. Ils ont fait venir cette équipe américaine. Ils ont fait venir, tout ça dans les environs de Londres, ils ont fait venir une équipe de mathématiciens extrêmement brillants polonais, parce que la Pologne a toujours eu une grande école de mathématiques, et tout ceci, avec bien sûr beaucoup de Britanniques, etc., se sont réunis autour d'un génie, il faut bien le dire, un génie qui s'appelait Alan Turing, voilà, cette équipe-là a réussi à casser le code Enigma. Turing, l'année dernière, il y a eu un film, comment il s'appelait le film? Qui est-ce qui se souvient? Je me souviens, j'ai oublié le nom, mais il y a plusieurs films sur Enigma, sur l'affaire Enigma, et notamment l'an dernier, un film remarquable sur la biographie de Alan Turing. Et donc, cette équipe se constitue, et évidemment, les Allemands ne peuvent plus couler les bateaux. C'est un élément fondamental dans la victoire, dans le débarquement. Il n'y aurait pas eu de débarquement si on n'avait pas cassé le code Enigma. Donc l'apport de Turing a été absolument considérable. Comme vous savez, Turing ensuite a été... c'est-à-dire la Grande-Bretagne n'a pas été reconnaissante à l'égard de Turing. Il était homosexuel, il a été très persécuté. Il est mort quasiment dans la marginalité. Aujourd'hui, bien sûr, il est très reconnu et à juste titre. Et donc, voilà, après la guerre, cette équipe-là, les Britanniques et les Américains, au lieu de se dissoudre, puisque la guerre est terminée, et même la guerre a été gagnée avec l'accord, en accord avec l'Union soviétique, mais on voit venir la guerre froide, et par conséquent, les Américains et les Britanniques décident de rester ensemble. Ils passent un accord qui s'appelle l'accord UKUSA, donc ça veut dire United Kingdom, et d'autre part USA. Ils passent un accord pour conserver ces groupes de recherche, et ces groupes de recherche vont se mettre en particulier à écouter les communications des autres États. Et ils vont apprendre à bien écouter les communications radiotélégraphiques, les communications téléphoniques, tout ce qui est électromagnétique. Et ils mettent au point des systèmes d'écoute. Voilà. Ça n'existait pas, ça, avant. Mais ils vont développer ce système et le développer à un niveau très élevé. N'oubliez pas que la communication téléphonique, avant, il n'y avait pas de satellite. Ça se faisait par câble. Le câble allait d'ici
jusqu'en Amérique, il reposait sur le fond de l'océan. Toujours, hein, c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. Bon. Et donc, voilà, il fallait se brancher sur ces câbles et être capable d'écouter toutes les conversations qui passaient par les câbles. Hein, donc, tout un travail. Alors, après la guerre, donc il y a d'une part les accords Okusa, et ensuite, il y a ce qu'on va appeler les accords des 5 yeux, Five Eyes. Hein, les 5 dieux, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit limité au Royaume-Uni et aux États-Unis, on va l'étendre à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande et au Canada. Et on va mettre sur pied toute une série de stations d'écoute à travers le monde, et ce réseau va s'appeler le réseau Échelon. Je suppose que certains d'entre vous ont entendu parler du réseau Échelon. Le réseau Échelon est un réseau donc anglo-saxon, essentiellement, donc de 5 pays anglo-saxons, qui ont décidé de mettre sur écoute l'ensemble des communications de la planète. Et ce réseau Échelon est resté secret pendant presque 50 ans. Ce n'est que vers les années 1990, à la fin des années 90, qu'on a commencé à savoir que ce réseau Échelon existait. Et ce réseau Échelon, par conséquent, a pris l'habitude d'écouter tout le monde et de passer des accords ponctuels avec d'autres États. Alors ça se faisait au nom de la guerre froide. Mais on a passé des accords avec la France, avec l'Allemagne, avec la Turquie, avec beaucoup de pays, de façon à intégrer, mais sans les faire bénéficier c'était pas les fondateurs. Et seuls les fondateurs, les 5 pays anglo-saxons, le système Échelon existe toujours. Existe toujours. Hein. Nos conversations sont toujours écoutées par le système Échelon. Voilà. Et c'est ce système Échelon, si vous voulez, le maillon américain du système Échelon, c'est la NSA, qu'a dénoncé Snowden. Snowden, ce qu'il nous dit, c'est d'abord le système Échelon continue de fonctionner, et la NSA aujourd'hui surveille absolument tout le monde. Pourquoi ? Parce que, notamment après les lois Patriot Act, voilà, là intervient le terrorisme. Quand il y a eu l'attentat du 11 septembre 2001, attentat monstrueux, hein, qui a provoqué, souvenez-vous, 3000 morts, hein, des milliers de victimes, hein, eh bien, donc le 11 septembre, les autorités américaines, notamment le président Bush, a fait voter dans la foulée de l'émotion de ces attentats, qui crée toujours une émotion, bien entendu, très importante, a fait voter une loi qui s'appelle la loi Patriot Act, et qui est une loi qui a évidemment, comment dirais-je, bousculé les principes et les valeurs démocratiques. Il faut bien l'admettre, puisque les États-Unis, sur la base du Patriot Act, ont effectivement, du jour au lendemain, surveillé toutes les communications. On demandait aux agences, aux compagnies téléphoniques de leur rendre tous les relevés téléphoniques. Et c'est comme ça que, évidemment, il ne s'agit pas, quand je dis écouter les communications, ce n'est pas écouter les communications, mais c'est avoir ce qu'on appelle les métadonnées. Qu'est-ce que c'est les métadonnées ? C'est qui appelle, qui appelle qui, combien de temps, et où se trouve celui qui appelle, où se trouve celui qui reçoit l'appel. Donc avec ces 5 métadonnées, vous arrivez à faire une cartographie, évidemment, de toutes vos relations. Et on sait combien de téléphones, combien de coups de fil. Aujourd'hui, avec les téléphones, avec les iPhones, eh bien, même quand notre téléphone n'est pas allumé, on peut, de l'extérieur, l'activer et on écouterait tout ce que nous sommes en train de dire ici. Snowden dit dans le livre, la seule façon d'éviter que votre téléphone soit votre mouchard, parce que personne ne vous a mis dans la poche un téléphone, c'est vous qui l'avez mis vous-même. Mais ce téléphone, on peut l'activer, et il dit il faut enlever la batterie. Seulement, n'oubliez pas que les iPhones n'ont pas de batterie, n'ont plus de batterie. Hein, la batterie est incorporée, on ne peut pas la sortir. Avant, on pouvait enlever la batterie des téléphones. Donc, par conséquent, quand vous avez un téléphone dans la poche, même s'il est éteint, on peut vous écouter. Snowden donne une petite recette, je dirais, familiale, hein, pour les amis. Il dit, la seule façon, c'est soit vous laissez le téléphone en dehors de la pièce, mais bien loin, soit il est dans la pièce, mais alors il faut qu'il soit à l'intérieur d'un frigo. Voilà. Vous le mettez dans le frigo parce qu'à l'intérieur du frigo,
le son ne sort pas. C'est très isolé, un frigo. Voilà, cage de Faraday en même temps. Et puis en même temps, voilà, c'est très isolé parce que le froid ne doit pas sortir. Donc il y a un vrai isolement. Donc le son n'entre pas. Et voilà. C'est-à-dire que il est évident que non seulement on écoute de l'extérieur, mais nous-mêmes, nous sommes maintenant dotés, équipés de matériel, on le disait tout à l'heure, qui deviennent nos propres mouchards. Hein. Et donc voilà, la NSA s'est étendue. Les États, par conséquent, avec la loi Patriot Act, les États ont commencé à demander aux entreprises privées, à Facebook, à Google, voilà, il y a ici un entretien avec Julian Assange. Hein, j'ai été à Londres le voir, vous savez qu'il est enfermé là-bas dans l'ambassade d'Équateur, ça fait presque 4 ans. Et Assange explique ici comment Google ramasse toutes nos données et les donne à la NSA et au département d'État américain. Pour que le département d'État se fasse, le département d'État, c'est le ministère des Affaires étrangères américain, hein, se fasse une idée de ce que nous pouvons penser de ceci ou de cela. Et donc, grâce à la loi Patriot Act, vous savez, les Américains ont commis toutes sortes d'actes que seules les dictatures commettent. Ils ont pratiqué ce qu'on appelle les disparitions. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est les disparitions? C'est prendre voilà, un suspect là où il se trouve et le faire disparaître, hein, tout simplement. C'est-à-dire sans habeas corpus, hein, sans avoir expliqué de quoi il est accusé, sans accusation. Il n'y a pas de juge qui est demandé, hein, c'est la police elle-même ou l'armée qui a décidé qu'il faut l'arrêter. Le transporter dans des avions de la CIA dans des pays qui étaient des dictatures, hein, et le faire torturer par les sbires de cette dictature. On les emmenait en Égypte beaucoup, parce que là-bas, il y avait à l'époque, comment il s'appelait, Moubarak, voilà, ou en Tunisie, où il y avait Ben Ali, etc. Voilà. On les emmenait dans des pays où ils pouvaient être torturés, et ceci sans que ce soit légal. L'arrestation n'était pas légale, il n'y avait aucun document. Ils ont créé un camp de concentration qui n'a pas de loi au Guantanamo. Hein, parce que comme ce n'est pas territoire américain, ben les lois des États-Unis ne s'y appliquent pas. N'est-ce pas? Les lois des États-Unis ne s'y appliquent pas. Et donc on fait des prisonniers ce qu'on veut. On n'a pas à rendre compte. Puisque les prisonniers ne relèvent d'aucune juridiction. Hein, ils n'ont pas d'avocat, ils n'ont pas de... ils ne sont accusés de rien. Ils peuvent être soumis à la torture, soumis à de mauvais traitements, etc. Bon. Donc les États-Unis, si vous voulez, ont violé quasiment le catalogue entier des droits humains au nom de la juste lutte contre le terrorisme. Et c'est comme ça que, vous voyez, on est arrivé un peu à la situation d'aujourd'hui où vous avez le président Obama qui dit, mais il faut bien, même s'il a beaucoup fait, il a essayé de fermer le bagne de Guantanamo, mais on constate qu'il n'y est pas parvenu. Hein. Et il ne sait pas quoi faire de ces prisonniers, à qui les rendre, voilà, comment justifier. Les prisonniers seraient en droit de faire des procès maintenant et réclamer des indemnités aux autorités américaines. Surtout que beaucoup d'entre eux sont innocents. Alors, donc, c'est comme ça que le président Obama est arrivé à des déclarations du genre, voilà, donnez-moi un peu, vous êtes bien obligé de me donner un peu de votre liberté, si vous voulez avoir plus de sécurité. Hein. Vous voyez, et donc on arrive à cette espèce de marchandage dans lequel nous sommes, nous, en France, aujourd'hui, après la loi renseignement, l'état d'urgence. J'écoutais ce matin une émission, mais absolument formidable, qui est une émission sur France Culture de Jean-Marie Jeannet, qui faisait, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont écouté, ce qui est quand même absolument ahurissant, il faudrait la faire écouter dans les écoles. Non, mais c'est France Culture, qui rappelait tout simplement, voilà, les arguments qui avaient été avancés à la fin du 19e siècle, dans la décennie de 1890, quand il y a eu la première grande vague de terrorisme anarchiste à l'époque, hein, après l'invention de la dynamite. Et donc, quand l'État s'est doté de ce qu'on a appelé les lois scélérates, qui n'ont été abolies, vous avez suivi, qu'en 1992, c'est-à-dire elles duraient un siècle, alors que dès l'époque, on les appelait les lois scélérates, et qui ont privé de toute une série de droits et de libertés, hein, les citoyens, l'ensemble des citoyens. Alors, bien entendu, il y avait des textes qui étaient lus. Je vous invite à l'écouter. Hein, c'était ce matin à 11h, je crois. Hein,
Voilà. Donc vous allez la retrouver en podcast et vous allez pouvoir la réécouter. Et vous allez voir que les parlementaires qui défendaient ces lois en 1892, 93, 94, les défendaient avec les mêmes arguments que le Premier ministre Valls. C'était mis en parallèle ce matin. Il y avait Valls et il y avait les parlementaires de l'époque. Les anarchistes, les djihadistes. Vous voyez? Donc, on voit bien comment, sous l'émotion légitime, bien entendu, de la lutte, de l'effet des attentats, sous la nécessité de combattre le terrorisme, on a parfois tendance, et les dirigeants politiques ont parfois tendance, à aller un peu vite, sans se rendre compte que les lois, une fois qu'elles sont votées, ben, elles restent. Si demain, il y a un gouvernement, disons, d'extrême droite, eh bien, il utilisera ces lois d'une façon particulière, comme Vichy a utilisé des lois qui avaient été votées, voilà, dans le cadre de la lutte contre les anarchistes. Donc, d'autre part, dans le livre, je rappelle cette phrase, vous savez, de Benjamin Franklin, qui est un des fondateurs de la Constitution américaine. Et Benjamin Franklin disait, parfois, voilà, on dit à un peuple qu'il faut qu'il cède un peu de sa liberté pour avoir plus de sécurité. Et à la fin, disait Benjamin Franklin, il se retrouve sans liberté et sans sécurité. Il perd les deux. Hein. Et donc aujourd'hui, c'est un petit peu la situation dans laquelle nous sommes, parce que ce que je dis, c'est que, vous voyez, la surveillance totale, ça n'existe pas. La sécurité totale, pardon. La sécurité totale, ça n'existe pas. Hein. La preuve, c'est que nos dirigeants politiques, vous savez, quand ils parlent des attentats, de la situation, ils disent oui, voilà, tous les jours, nous essayons de combattre, nous faisons des arrestations, on évite des attentats, mais bien sûr, la sécurité totale n'existe pas. Eux-mêmes le disent, n'est-ce pas? Ils disent oui, mais la sécurité à 100%, ça n'existe pas. Mais ce qu'il faut dire, c'est que si la sécurité totale n'existe pas, la surveillance totale, aujourd'hui, elle existe. C'est ça qui a changé. C'est qu'aujourd'hui, tous, autant que nous sommes ici, toutes nos données sont conservées. Elles sont conservées 5 ans. C'est la loi qui le permet. Toutes les données. Alors la CNIL, évidemment, nous protège et nous défend. Mais si jamais demain, une autorité veut savoir avec qui on a communiqué, voilà, à tel jour de février de 2016, bien on saura où nous étions, qu'est-ce que nous faisions, etc., avec qui on parlait. Et on peut retenir à ce moment-là le contenu des textes qui sont conservés. Les compagnies privées sont tenues de le conserver. Donc, par conséquent, je pense que nous sommes pris dans une espèce de promesse de dupe, puisque l'État ne peut pas nous garantir la sécurité totale, mais en revanche, il exige de nous qu'on se laisse surveiller de manière totale. Et en nous laissant surveiller de manière totale, tout simplement, ce que nous sacrifions, c'est notre vie privée, qui est quand même la base même du vivre en démocratie. Hein, nous vivons en démocratie pour avoir une vie privée, pour ne pas dépendre de régimes, voilà, à la Stasi, qui veulent nous surveiller, hein, et pour ne pas dépendre de régimes staliniens ou hitlériens, qui ont essayé de limiter nos relations, ou qui ont pu utiliser nos relations, ou comme le macartisme à l'époque américaine, également, que je rappelle ici, qui est une période évidemment circonscrite dans l'histoire. Eh bien, aujourd'hui, voilà, si nous ne protégeons pas, si nous ne nous mobilisons pas, hein, toute la dernière partie du livre est consacrée à des conseils pour se mobiliser, pour s'organiser, car c'est une bataille qui mérite, une bataille civique, bien entendu, qui mérite qu'on se mobilise. Il n'est pas question, hein, on le dit très vite, il n'est pas question d'interdire la surveillance de suspects. S'il y a un suspect, notamment dans une affaire de terrorisme qui doit être surveillé, il faut qu'il le soit. Seulement, il faut qu'il le soit d'une manière démocratique. C'est-à-dire, il faut qu'un juge soit prévenu, il faut qu'un juge autorise, etc. La loi renseignement, comme vous savez, ce n'est plus le cas. C'est le Premier ministre maintenant qui doit autoriser. Bon, effectivement, il y aura un juge qui va venir contrôler, mais ça dépend maintenant du Premier ministre, ça ne dépend pas de la justice. Donc il y a là un transfert de décisions qui sont des décisions de justice vers l'exécutif, qui sont, me semble-t-il, relativement préoccupantes.